Du coup, on va parler de scan réseau. Alors effectivement, avant de faire la phase d'énumération, normalement, on fait notre phase de scan réseau. Et c'est là qu'on commence à se servir d'Nmap et tout. On a beaucoup de méthodologies de hacking qui découpent vraiment le travail qu'on fait sur du pentest, notamment en phase. Et l'idée, c'est que à chaque fois, quand on fait un audit et quand on est en train de faire un pentest, il faut qu'à chaque moment, on sache globalement ce qu'on doit faire par la suite. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps à se poser la question, de se dire, je viens de trouver une machine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je travaille dessus directement? Est-ce que je me la note pour plus tard, etc. L'idée, c'est que généralement, on a des méthodologies qui répondent à toutes ces questions pour nous, qui nous permettent d'être assez efficaces, en tout cas d'être aussi efficaces que possible, sur les durées assez courtes d'audit qu'on a généralement, pour pouvoir trouver le plus de choses possible et être aussi utile aux clients que possible. Donc généralement, on a des méthodologies qui définissent des phases dans lesquelles on va faire les choses. Il y a beaucoup de méthodologies qui n'ont même pas de phase d'énumération au final, et pour lesquelles c'est la phase de scan. C'est pour ça que ça m'a pas trop choqué en soi qu'on n'ait pas fait la phase de scan, parce que c'est plus ou moins similaire au niveau de ce qu'on fait en fait au final à l'intérieur. La phase de scan est quand même juste spécifique à des protocoles un peu plus bas niveau technique, mais sinon c'est tout globalement. Globalement, on fait plus ou moins les mêmes choses. Le scan réseau, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Le but du scan réseau, donc c'est avant d'aller identifier directement, d'aller communiquer avec les services, on va essayer d'identifier des adresses IP, on va essayer d'identifier des machines qui sont connectées sur ces adresses IP, et on va essayer d'identifier des services qui sont exposés sur ces adresses IP-là. C'est vraiment une phase qui est très importante au-delà de la phase de reconnaissance et au-delà de la phase d'énumération, qui sont vraiment certaines des plus importantes, parce que ça permet de découvrir réellement ce qu'on a sur nos machines. Et quand on manque quelque chose, potentiellement, on manque un vecteur d'intrusion qui aurait été potentiellement utile à auditer quand même, ou qui aurait peut-être même été celui dont on a besoin si on est sur une box, si on est sur un exo. Donc objectif du scan, identifier des hôtes, identifier des OS, des architectures système, des services, des ports, des applications et des versions associées du coup à ces applications-là. Alors, il faut qu'on refasse un tout petit peu de rappel au niveau du réseau. On va parler de TCP et d'UDP. Donc de manière générale, la phase de scan, on arrive sur un réseau, on n'a pas d'informations sur ce réseau-là, et on utilise des outils de scan, principalement Nmap, honnêtement, pour essayer de récupérer des informations sur les machines qui y a autour de nous et sur les services qui y a autour de nous. La majorité des scans, quand on parle vraiment de scan réseau, ça concerne la couche 4 du modèle OSI, donc la couche transport sur laquelle on a les protocoles TCP et UDP. Donc généralement, quand on fait du scan du scan réseau, on fait du scan TCP ou alors du scan UDP, ça reste quand même très généralement du scan UDP. Alors TCP, comment ça fonctionne? En fait, si je regarde, moi, j'envoie des paquets sur ma machine. Si je regarde à l'intérieur de ces paquets ce qu'il y a, je vais avoir du coup un datagramme IP qui contient des informations sur la manière dont ce datagramme, dont le paquet doit être envoyé, doit transiter sur mon réseau. Donc il contient ce datagramme IP, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et des méta-informations sur la manière dont il faut router le paquet. À l'intérieur de ce datagramme IP, je vais avoir du coup le protocole transport. Si on regarde le modèle ici, on est vraiment des couches en oignon en fait, on a des choses encapsulées dans d'autres choses. On a du coup à l'intérieur un segment TCP. Ce segment TCP, il contient des informations et c'est lui qui définit en fait la manière dont les informations sont envoyées entre le client et le serveur. C'est lui qui contient aussi les informations vraiment qui sont transmises d'un point A à un point B. C'est pour ça que c'est les protocoles de transport. Ce segment TCP, cette information TCP, elle contient un port source, un port de destination. Donc c'est à partir de la couche transport qu'on commence à avoir une notion de port. Parce que jusqu'ici, on avait juste parlé d'adresse IP, mais on n'a pas encore parlé de port. Donc on a un port source, un port de destination. Donc ça, c'est d'où vient le paquet et où est-ce qu'il est envoyé. On a un numéro de séquence, on a un acknowledgement number. Donc, numéro de séquence, c'est un identifiant numérique qui est généralement un nombre aléatoire qui est généré par notre machine, qui est incrémenté à chaque fois qu'on a un nouveau message qui est envoyé dans la communication. Donc l'idée, c'est que premier segment TCP que je vais envoyer moi depuis ma machine, dans une communication, il aura un numéro de séquence qui est ce nombre aléatoire là, qui va être généré par ma machine. Deuxième message que je vais envoyer dans la communication, ce sera mon numéro de séquence, plus 1 au final. Et etc. Et à chaque fois que je vais envoyer des messages, ce sera plus 1, plus 2, plus 3, etc. Ensuite, on a l'acknowledgement number. Alors, ce numéro-là, c'est un numéro qui permet de savoir où est-ce qu'on est dans la communication. En fait. Quand moi, je reçois un segment TCP, selon le protocole, je suis censé répondre à chaque fois. Quand on reçoit quelque chose en TCP, c'est un protocole qui est très verbeux, c'est un protocole qui est dit orienté connexion. Donc, à chaque fois, il vérifie que la communication soit bien établie, et à chaque fois, il vérifie qu'il y ait bien une communication qui soit établie entre le client et entre le serveur. Et du coup, cet acknowledgement number, en fait, c'est juste le numéro de séquence que j'ai reçu plus 1. Et du coup, ça permet de dire, moi, je réponds à ce message-là. Ensuite, dedans, on a des champs offset, on a des champs res. Alors, ceux-là, c'est les moins importants. C'est pour ça que je ne les ai pas mis en gras. Ce champ offset-là
il définit du coup un décalage qu'on va avoir par rapport aux informations qu'on a à l'intérieur du segment TCP. Si jamais j'ai une sorte de padding en fait, par rapport aux informations qu'il y a et qui vont être importantes à traiter dans le segment, je vais pouvoir définir cet offset-là. Et ensuite, on a un champ res. Alors celui-là, il est assez marrant. Depuis les années 80, ce champ res, il est défini dans les RFC TCP comme réservé à un usage futur. Et du coup, il est là pour potentiellement, si un jour on a besoin d'un champ en plus, on l'a là. Ensuite, on a des flags ou des drapeaux TCP qui sont des infos sur, globalement, c'est des méta-infos sur la communication en elle-même. Ensuite, on a un pointeur sur la window. Donc, c'est lui qui définit en fait exactement où sont les informations dans le segment TCP qui vont être utiles à traiter. Ensuite, on a un checksum ou une somme de contrôle. Donc, ce checksum-là, il permet de vérifier l'intégrité du paquet au final pour vérifier que dans le transport, il n'y a pas des informations qui aient été perdues. Et ensuite, on a un pointeur urgent. Ça, c'est en fait quand on dit spécifiquement que des informations sont urgentes à l'intérieur de notre window, on peut spécifier spécifiquement à cet emplacement-là, les informations urgentes, elles sont là spécifiquement. Et ensuite, on a des options diverses par rapport au traitement des informations à l'intérieur. Ce qui est important là-dedans, surtout, ça va être les drapeaux ou les flags TCP. 4 des flags TCP, ils vont permettre d'établir, c'est vraiment des informations spécifiques à la communication en elle-même. Ils permettent le contrôle, l'établissement, la maintenance et la terminaison d'une communication. Donc à savoir, c'est SYN, ACK, FIN et RESET, ou RST. Les deux autres, du coup, ils donnent des informations au système de destination, et c'est push et urge, on va en parler juste après. Donc dans l'entête, dans le segment TCP, cette section-là, elle est codée sur 6 bits. Chaque drapeau est codé sur 1 bit, et du coup, on a une section qui fait 6 bits. Ici. Donc voici les drapeaux TCP existants. Alors à noter que c'est une liste non exhaustive par rapport aux RFC récentes, en réalité. C'est les drapeaux existants historique, entre guillemets, c'est les drapeaux les plus importants aussi, c'est pour ça qu'on voit ceux-là en particulier. Si vous fouillez un petit peu, vous verrez qu'il y en a d'autres, mais bon, le but ici n'est pas d'être forcément extrêmement exhaustif. Le principal quand même, c'est SYN. SYN, ça va être le drapeau TCP qui va initier une connexion entre deux autres, donc qui demande vraiment l'établissement d'une communication. Donc en fait, moi, si jamais je vais sur mon Netcat, si jamais je fais NC, par exemple, NC 10.10.01, et que je demande l'ouverture du port 22, moi, quand je fais ça, ma machine, elle va du coup générer un segment TCP SYN et elle va l'envoyer sur la machine distante. Donc c'est comme ça que TCP fonctionne en fait. On a d'abord à chaque fois, avant l'établissement et avant l'envoi de quoi que ce soit comme donnée, un segment TCP SYN qui est envoyé. Alors ensuite on a ACK. ACK, si vous regardez les communications TCP dans Wireshark, vous allez en voir passer plein. ACK en fait c'est pour acknowledgement et c'est pour dire j'ai bien reçu ton message, et du coup, à chaque fois qu'on reçoit un segment TCP, on est censé, selon les RFC, répondre avec un segment TCP ACK. Et il y en a énormément qui passent du coup sur les réseaux. D'ailleurs, selon le protocole, normalement, les segments TCP ACK ne contiennent pas d'informations. C'est un point qui est assez important pour certains modules pour la suite. Ensuite, on a urge. Donc urge, c'est pour dire les informations à l'intérieur du segment, elles sont urgentes. Il faut les traiter urgemment. Donc ça, urge, typiquement, ça va être... si jamais je veux fermer une communication, j'ai une communication établie, j'ai des échanges qui se font. Si jamais à un moment je veux fermer une communication, du coup mon client, par exemple un client SSH ou autre client qui fait des échanges d'informations avec un serveur, le client va pouvoir directement dire au serveur « Attention, j'ai demandé la fermeture de la communication, ça c'est l'information importante, il faut que tu gardes ça, il faut que tu le traites ça en priorité. » On a push, alors push justement dans ce cas de figure-là, si jamais le client veut fermer une communication, on peut demander au serveur, plutôt que de m'envoyer les informations petit à petit, envoie-moi directement d'un coup toutes les informations qu'il y a en buffer parce que le client il veut fermer la communication. Parce qu'en fait, quand moi je ferme un exécutable, si je ferme mon client SSH, je fais un CTRL-C dedans, au final, il ne va pas directement forcément toujours fermer la communication. Il va recevoir le signal, le SIG-term ou le SIG-kill, il va recevoir le signal envoyé par mon terminal qui dit c'est bon, arrête de tourner. Et le processus, parfois, il va faire certaines choses avant de se fermer. Et parfois, il va dire au serveur, oh là, attention, c'est le moment, on va se fermer, envoie-moi toutes les informations directement. Push, du coup, ça sert à ça. Fin, du coup, ça informe ou ça demande la fin d'une communication. Et reset, ça demande la réinitialisation d'une communication. Alors il y a une très légère différence entre le fin et le reset. C'est que reset, on n'est pas censé répondre après un reset. Fin, par contre, il y a une séquence pour terminer une communication proprement qui commence par un fin. Alors que reset, généralement, quand on reçoit un reset, par contre, c'est le seul cas en TCP où on n'est pas censé répondre. Comme je vous disais, quand on reçoit quelque chose en TCP, on est toujours censé répondre, généralement avec un ACK pour dire j'ai bien reçu ton message. Quand on reçoit un reset, c'est le seul cas où ça ne va pas être obligatoire. Quand on établit une communication de TCP, ça passe par quelque chose qu'on appelle la poignée de main en 3 étapes. En fait, c'est un échange de 3 segments TCP entre le client et entre le serveur. Cet échange-là, c'est un échange de SYN, SYN-ACK, ACK.
SYN, ça veut dire que on a un segment TCP dont le flag SYN est activé. Il n'y a pas de données qui sont transmises. SYN-ACK, c'est un segment TCP dont les flags SYN et ACK sont activés. Il n'y a pas de données qui sont transmises non plus. Et ACK, du coup, c'est un segment TCP dont le flag ACK est activé et il n'y a pas de données non plus. Donc on a un numéro de séquence et on a un acknowledgement number qui est à chaque fois dans la réponse et qui est associé au numéro de séquence qui a été envoyé à l'origine. Moi, du coup, quand j'ouvre ma connexion avec Netcat, par exemple, ce que ça fait, c'est que j'ai mon client qui va envoyer un segment TCP SYN au serveur. Ce segment TCP SYN, là, il est reçu. Si jamais le port est ouvert et qu'il y a bien un service qui tourne dessus, le serveur va me répondre avec une réponse SYN plus ACK avec un numéro de séquence qui va être Y par exemple. Donc moi j'envoie mon numéro de séquence qui est X à l'origine et lui il calcule son propre numéro de séquence qui va être Y par exemple. Ensuite on a un acknowledgement number qui va être renvoyé par le serveur qui va être de X plus 1, donc qui est mon numéro de séquence à moi, plus 1. Moi du coup pour terminer, pour dire au serveur j'ai bien compris que tu as accepté ma demande de connexion, donc c'est vraiment verbeux TCP, il demande vraiment tout le temps de tout vérifier. À ce moment-là, le client va envoyer un ACK final pour terminer du coup cette poignée de main au serveur avec un numéro de séquence qui va être cette fois-ci de X plus 1 parce qu'il faut l'incrémenter à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui est renvoyée. Je vais envoyer moi dans ma requête le numéro de séquence du serveur plus 1. Du coup, fermer une communication TCP, on va passer dessus rapidement parce que je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Pour fermer une communication, le protocole est un peu moins strict et surtout on voit des implémentations qui font des choses un petit peu plus vagues au niveau de la terminaison des communications. Alors globalement la base c'est d'envoyer un FIN ou un FINAC d'un côté et ensuite d'envoyer un FIN et un FINAC de l'autre côté. Et c'est un échange de FIN ou de FINAC entre le client et entre le serveur. De base sur le papier normalement c'est FINAC ACK, FINAC ACK. Voilà. C'est le client qui demande la terminaison de la communication, serveur qui demande la terminaison de la communication et des deux côtés c'est validé. Alors, quand on regarde aujourd'hui des clients, on voit beaucoup de clients qui, pour terminer des communications, le font de manière beaucoup plus abrupte et qui envoient juste directement des resets pour terminer la communication plutôt que de s'embêter à faire cette séquence-là. On a aussi parfois des reset ACK qui sont envoyés, on a aussi parfois des FINAC ACK aussi qui sont envoyés, etc. Donc cette séquence-là est un petit peu moins stricte pour le coup que la séquence d'initiation, où vraiment pour établir une communication TCP, c'est toujours ça quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre option. Communication UDP, donc UDP, c'est pas orienté connexion, il y a des notions de port par contre en UDP, effectivement. On a des ports UDP qui sont ouverts ou non, par contre il n'y a pas de notion de poignée de main, c'est vraiment on envoie des données, si elles sont reçues, bah, tant mieux pour nous, si elles sont perdu, c'est pas le problème du protocole en fait. UDP il s'en fiche complètement de ce qui se passe, il s'en fiche complètement de ce qui arrive aux données qu'on envoie. Si jamais on a une réponse, bah pareil, tant mieux, c'est super. Si jamais il n'y a pas de réponse, c'est pas le problème du protocole. Lui il s'en fiche complètement. Alors au niveau des entêtes UDP, les entêtes comme il n'y a pas de notion de connexion, il n'y a pas de vérification qui sont faites, au final les entêtes sont beaucoup plus simples. Au minimum, dans un entête UDP, on a ces informations là. Donc on a un port source, un port de destination parce qu'on a quand même des notions de port. On a une longueur de segment UDP et on a un checksum UDP, tout simplement. Voilà, UDP, le protocole, il est beaucoup plus simple et même à tester, au final, il est un petit peu plus simple. Enfin, les techniques, en tout cas, sont beaucoup plus simplistes. Après, c'est vrai qu'en audit, c'est pas forcément beaucoup plus simple à auditer, mais les techniques, en tout cas, elles sont beaucoup plus simples. Avant d'arriver sur un réseau, donc là, on va voir vraiment les vraies techniques de scan, on va voir comment elles fonctionnent. Avant d'arriver sur un réseau et de commencer à faire des scans TCP et des scans UDP, il faut qu'on ait des adresses IP de machines, il faut qu'on sache où sont les machines sur le réseau. Donc là, on imagine qu'on est dans le cas de figure où on a récupéré des plages d'adresses IP potentiellement qui sont associées à l'organisation qu'on va auditer. On possède ces plages d'adresses IP là, et du coup, on va vouloir vérifier sur ces plages d'adresses IP là, où sont les machines. Donc on a plusieurs types de scans. On a les scans ICMP, les scans ARP, les scans TCP UDP, et il y a même d'autres types de scans encore pour faire de la découverte d'hôtes. Le principe de la découverte d'hôtes, du coup, c'est de trouver des adresses IP associées à des machines qui sont allumées, qui sont connectées actuellement. Donc pour faire ça, l'une des premières solutions, c'est le scan ICMP, et c'est l'une des plus utilisées. Le principe du scan ICMP, c'est d'envoyer des requêtes ICMP echo à des machines. ICMP, c'est le protocole c'est un protocole de débogage réseau, qui est utilisé pour propager pas mal d'informations sur la viabilité d'une connexion, sur le fait qu'il y ait un port ouvert ou non en UDP, enfin, des informations de l'administration système de manière générale, d'administration réseau de manière générale. C'est notamment le protocole qui est utilisé par ping. En fait, moi, quand je fais ping 10 ou ping mon IP pour par exemple, quand je fais mon ping, la requête qui est envoyée, le protocole qui est utilisé, c'est le protocole ICMP. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ma machine, elle renvoie une requête ICMP echo, et de l'autre côté, la machine me renvoie une réponse. C'est comme ça que ça fonctionne.
Si jamais on regarde dans Wireshark, on verra du coup la requête passée, on verra du coup ICMP request et ICMP reply. Donc en fait, quand on parle de scan ping, ça consiste juste à faire un ping sur une machine. Donc par exemple, imaginons que je travaille sur le réseau 10.10.10.10, c'est le réseau sur lequel on va travailler là pour tester. Si jamais je fais une ping 10.10.10.1, du coup, si je veux faire un scan ICMP pour savoir si 10.10.10.1, j'ai bien une machine dessus, je fais ping 10.10.10.1 et je vois si j'ai une réponse. J'ai une réponse, en l'occurrence, donc a priori, il y a bien une machine à cette adresse-là. Je vais regarder sur 10.10.10.2. 10.10.10.2, cette machine, a priori, elle existe. 10.10.10.3, a priori, ça n'existe pas. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est un scan ping. C'est un scan ICMP, c'est la même chose. Donc, alors, à vrai dire, le scan ping, c'est très pratique. Par contre, c'est un peu laborieux tel quel. Je ne vais pas faire toutes mes adresses IP à la main de 10.10.10.0 à 10.10.10.255 potentiellement. C'est pour ça qu'on a le ping sweep. Donc le principe du ping sweep, c'est qu'il fait ça, mais automatiquement. Je lui donne la page d'adresse IP et il va directement le faire pour moi. Alors, comment on fait du ping sweep? Il y a plusieurs outils pour faire ça. Il y a hping, je pourrais le faire même manuellement avec un for directement. Le ping sweep, c'est bruyant. Oui et non, au final. En fait, je sais pas si c'est forcément si bruyant que ça, au final, de faire du ping sur un réseau. Parce que, surtout que quand tu fais du ping sweep, au final, tu t'envoies juste une requête ICMP echo. Donc, en fait, si tu regardes ce qui passe sur le réseau, c'est vrai que tu as une machine qui fait 255 requêtes, du coup, si tu as 255 autres potentiels sur ton réseau. Il y a des trucs qui sont un peu plus brillants, un peu plus suspects, honnêtement. Mais du coup, le principe du ping sweep, en fait, c'est vraiment ça. On fait automatiquement un scan sur toutes les adresses IP qu'on a. Alors, Nmap, il le fait tout seul, le ping. Alors, pour faire un scan ping avec Nmap, on fait nmap-p majuscule. Alors, P majuscule, c'est pour spécifier du coup le type de scan d'autres qu'on veut faire, le type de scan de découverte d'autres qu'on veut faire. Et je peux faire PE pour lui demander de faire un scan ICMP echo, donc un scan ping. Et du coup, je peux lui demander 10, 10, 10, 2, est-ce que ça existe? Alors, Nmap de base, si jamais je fais ça, il va faire un scan de découverte de port, parce que Nmap, c'est avant tout un outil de scan de découverte port TCP UDP. Je peux lui dire, avec -s minuscule et n minuscule, en lui disant, lui dire de ne pas faire de scan du tout, de scan de port. Là, Nmap, ce qu'il va faire de base, il va juste faire un ping sur 10, 10, 10, 2. Il va envoyer un paquet ICMP echo, et il va juste voir si la machine est en ligne. Là, en l'occurrence, il me dit host is up, et il a bien réussi à faire son scan. C'est une des manières de faire son scan. Alors, comme je vous disais, généralement, on ne s'embête pas à le faire à la main. Si jamais je veux scanner toutes les machines sur 10.10.0, je peux le faire 10.10.10.0 à 255, comme ça, avec Nmap. Et du coup, la Nmap, tout seul, il va pinguer toutes les machines, mais au final, c'est assez rapide. Et ça fait que 255 requêtes. Je suis d'accord que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus discret. Généralement, si on veut être discret, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt écouter ce qui transite sur le réseau de manière passive, parce qu'il y a beaucoup de machines qui vont elles-mêmes broadcaster des informations par rapport à elles-mêmes. Mais ça reste quand même quelque chose qui, pour un IDS ou un IPS, pour un firewall, c'est pas extrêmement suspect. C'est pas le genre de truc où tu dis, ça forcément, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose de pas bien. Juste un ping, il y a une requête ping qui part, c'est pas non plus quelque chose de trop suspect. Mais du coup, il a trouvé toutes les machines directement, il voit qu'il y a 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 11, 10, 13, 26, etc. C'est comme ça généralement que Nmap, en fonction des permissions qu'il a, par défaut, il va découvrir des machines sur un réseau. Et d'ailleurs, si jamais sur Nmap, j'essaye de scanner, là en l'occurrence, il m'a menti Nmap, et il le fait quelques fois, parce que là, j'ai dit Nmap, fais-moi un scan ICMP echo. Et il m'a dit, ok, je fais le scan ICMP echo. Il me dit pas qu'il fait pas un scan ICMP echo. En réalité, je pense qu'il m'a menti, je pense qu'il a pas fait de scan ICMP echo et qu'il a fait un autre type de scan qui l'arrangeait mieux. Parce que là, si je vais ping 10, 10, 10, 10, la machine me répond pas. Donc en fait, Nmap, parfois, on lui demande des choses et en fait, il n'a pas les permissions ou alors, là, dans l'environnement réseau sur lequel il est, il voit que ça marche pas et il va switcher tout seul et il nous prévient pas toujours. Donc là, en l'occurrence, il m'a menti, il n'a pas pingé la machine parce que la machine ne répond pas au ping. Donc c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait un truc louche. Nmap, parfois, il est un peu fourbe, il fait pas forcément toujours ce qu'on lui demande. Mais du coup, ce qu'on peut faire pour faire de la découverte, c'est effectivement utiliser ping. Mais par contre, si on regarde ping, la machine 10, 10, 10, 10, elle répond pas. Et c'est le cas de pas mal de machines en fait. Les machines Windows à partir de Windows 10, elles répondent pas au ping. Si vous avez des machines Windows sur une infra, et c'est le cas, on a vu ça avec Mickaël, avec des étudiants, on a vu ça, même j'ai vu ça sur des vrais rapports, sur des vrais audits, où des personnes n'avaient pas trouvé des machines juste parce que c'était une machine Windows.
Les machines Windows, par défaut, elles ne répondent pas au ping, elles ne répondent pas au paquet ICMP Echo. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser parfois d'autres protocoles qu'ICMP Echo, parce que le ping, c'est pas absolu. Le ping, c'est pas quelque chose qui va toujours fonctionner. Le ping sweep, c'est bien. Le ping sweep, effectivement, potentiellement, ça peut être assez bruyant, ça peut être un peu suspect parce qu'on a quand même 255 requêtes qui partent en moins d'une seconde d'une seule machine, et aussi, toutes les machines ne vont pas répondre. Donc dans les outils de ping sweep, on a Nmap qui le fait très bien. On a hping3, je pense qu'on en fera peut-être un peu la prochaine fois. Là aujourd'hui, on va voir un petit peu la théorie des scans. On va passer dessus rapidement parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vraiment du TCP avec la gestion de flags un petit peu complexe en fait. Et ce qui est plus rigolo, c'est directement de les utiliser. Donc on va surtout faire de la pratique la prochaine fois. hping3, c'est un peu comme Nmap au final en fait. Il permet de faire plein de choses, il permet de faire plein de types de scans. La différence, c'est que hping3, il permet de forger nous-mêmes nos segments TCP en fait. Et on peut dire, mets le flag SYN, mets le flag ACK, et on le fait manuellement en fait. On fait -SYN et il met le flag SYN. Contrairement à Nmap, où Nmap, il a des types de scans prédéfinis et on ne peut pas forcément avoir ce niveau de customisation. Et on a des outils de ping sweep, globalement Nmap. Ça va être le principal qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on a d'autres types de scans, parce que toutes les machines ne vont pas forcément répondre. Ça ne va pas forcément marcher avec tout. On a les scans ARP. Alors ARP, on va en reparler, mais ARP, c'est un protocole qui permet d'associer sur un réseau une adresse IP à une adresse MAC. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment des poupées russes au final, où en fait, DNS, il permet d'associer un nom de domaine à une IP. Mais quand on est sur un réseau local, au final, ce qui est réellement utilisé, c'est pas l'adresse IP, c'est l'adresse MAC. Et notre machine, ce qu'elle utilise réellement pour envoyer des informations, c'est l'adresse MAC. Notre machine, elle a besoin de l'adresse MAC de la machine distante pour pouvoir communiquer avec quand on fait des requêtes. Il y a le protocole ARP qui sert à ça et qui du coup fait l'association sur un réseau local entre une adresse IPv4 et une adresse MAC. Alors on a un protocole qui est différent pour IPv6 qui est NDP pour Neighbor Discovery Protocol, mais globalement il fonctionne de la même manière et il a plus ou moins les mêmes vulnérabilités, d'ailleurs il s'exploite de la même manière. Mais bref, ARP c'est un protocole qui permet d'associer une adresse IP et une adresse MAC. Donc en fait ce qui se passe c'est que, un peu à la manière de DNS, sauf que c'est plus pour des réseaux locaux, cette fois-ci, on va broadcaster sur notre réseau local une requête pour dire j'ai cette adresse IP là, à qui est-ce qu'elle appartient ? Donc là, si jamais il y a une machine qui reconnaît son IP, elle va dire elle appartient à moi. Et du coup, à partir de là, les deux vont pouvoir communiquer. Et la machine qui reçoit du coup la requête ARP et qui reconnaît sa propre adresse IP, elle va du coup répondre avec son adresse MAC. Elle va unicaster, elle va envoyer directement à la machine qui a demandé un paquet pour dire voilà, c'est moi, c'est mon adresse MAC, et c'est comme ça que tu communiques avec moi. Du coup, ce protocole ARP, on peut aussi s'en servir pour découvrir des machines sur un réseau. On peut faire des requêtes ARP pour demander à qui appartient l'adresse IP 10.0.1, 10.0.2, etc., etc., etc. S'il y a une machine qui reconnaît son adresse IP et qui nous répond, c'est-à-dire qu'il y a une machine sur l'adresse IP en fait. Et du coup, plutôt que du zapping, on peut utiliser directement ARP ou ARPing. Alors ARPing, c'est un outil justement de requêtage ARP, et on peut faire des requêtes ARP. Là, j'ai installé ARPing sur app.courses, mais du coup, je peux faire sudo ARPing 10.10.10.10. Hop. Et là, je vois que j'ai des requêtes qui partent vers 10.10.10.10 et j'ai bien des réponses. Et donc, j'ai 10.10.10.10 qui répond, ouais, j'ai bien une adresse MAC, l'adresse MAC c'est 0242, 0A, 0A, etc., etc. Donc voilà, à partir de là, juste avec ARPing, même si cette machine au final, elle répond pas au ping, je vais pouvoir me rendre compte qu'en fait, s'il y a vraiment une machine derrière, c'est juste qu'elle ne me répond pas. Pour le coup, c'est très fréquent que des machines répondent à ARP sur un réseau. Vraiment, c'est même très rare, plutôt dans l'autre sens, que des machines ne répondent pas à des requêtes ARP sur un réseau, parce que les réseaux locaux en ont besoin, en fait. Donc, à moins qu'il y ait des entrées statiques vraiment de table ARP dans un réseau, au final, la machine va répondre, quoi qu'il arrive. C'est l'une des techniques, on va en voir quelques autres. Il y a des scans TCP aussi, UDP, TCP et UDP aussi. Le principe, en fait, c'est au-delà de faire... On est presque déjà sur du scan de port, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer un segment TCP sur un port et on va voir si on a une réponse. Parce qu'en fait, dans TCP, comme je vous disais, quand on reçoit quelque chose, il y a toujours une réponse, quoi qu'il arrive. Si on me demande quelque chose, il faut que je réponde. Donc en fait, si je demande à une machine, est-ce que le port, peu importe quel port, est ouvert ou pas, la machine, elle va me répondre au final. Parce qu'elle est obligée. C'est le protocole, c'est TCP. Et du coup, si le port est fermé, elle va me répondre avec un reset pour me dire, arrête la communication, il n'y a rien sur ce port-là. Si jamais le port est ouvert, elle va me répondre avec un SYN-ACK pour faire du coup la poignée de main qu'on a vu avec SYN-ACK, ACK qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ce qu'on peut faire pour faire de la découverte de machine, on peut directement faire un scan TCP sur n'importe quel port, on s'en fiche, et voir si on a une réponse. Et Nmap permet de le faire directement. On peut utiliser UDP aussi de la même manière pour faire du scan de découverte d'hôtes directement comme ça.
Alors au niveau de la syntaxe, comment ça marche avec Nmap, pardon. Pour faire le scan ARP, alors on peut faire le scan qu'on a fait là directement avec ARPing. On peut faire sudo, hop. Tout à l'heure, on avait fait nmap-pe pour faire un scan ICMP echo, -sn pour lui demander de ne pas faire de scan de port. On peut faire pr pour lui dire spécifiquement fais un scan ARP. Et du coup, on va scanner 10, 10, 10, 10, et on va voir qu'on a bien une machine qui répond sur 10, 10, 10, 10. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec ARPing au final, sauf que lui il envoie une seule requête ARP, là où ARPing, il est comme ping en fait, il en envoie plusieurs le temps qu'il a des réponses. Du scan de découverte d'hôtes, forcément ça va faire du bruit parce qu'on envoie autant de requêtes qu'on a d'autres potentiels sur notre réseau. Donc c'est bruyant jusqu'à un certain point. Par contre, des requêtes ARP et des requêtes ICMP echo, sur un réseau, il y en a toujours plein qui transitent, c'est normal. Il y a plein d'outils qui utilisent ping, il y a plein d'outils qui utilisent ARP, et il y en a plein qui transitent sur un réseau. C'est classique, et très souvent, du coup, les firewalls vont pas forcément faire attention à ces requêtes-là. Autant les requêtes reverse DNS, autant les communications TCP, autant les communications UDP, ça c'est quelque chose qui va être très surveillé. Par contre, les requêtes ICMP echo et les requêtes ARP, ce ne sera pas forcément beaucoup surveillé par un IDS, par un IPS de base. Donc les scans de découverte TCP-SYN, c'est nmap-ps. Donc là, on va envoyer un segment TCP-SYN. Pareil pour TCP-ACK, on envoie un segment TCP-ACK. Alors la seule différence, ça va être la réponse qu'on attend en fait. Si jamais on envoie juste un TCP-ACK, on s'attend à recevoir un reset parce qu'on n'est pas en train d'essayer d'établir une communication, on envoie quelque chose qui est invalide, on n'est pas censé envoyer un TCP-ACK comme ça, qui sort de nulle part. TCP-SYN, on attend un reset s'il n'y a rien, mais on attend par contre un SYNACK si le port est ouvert. Scan de découverte UDP, on va en parler un petit peu par la suite, mais globalement, le scan de port UDP c'est un peu plus complexe en fait, parce que UDP, il n'y a pas de notion de communication, il n'y a pas de séquence d'ouverture d'une communication. Donc UDP, juste on envoie des infos et peut-être qu'on a une réponse, si tout se passe bien. C'est un peu différent du coup, parce que pour faire un scan de port UDP, pour savoir si un port est ouvert, en fait, on n'a pas beaucoup de manières de faire. On a de la chance, entre guillemets, quand on fait notre scan, parce que quand on envoie une requête UDP sur un port qui n'est pas bindé, sur un port sur lequel il n'y a pas de service qui écoute, généralement les systèmes d'exploitation nous renvoient une réponse ICMP qui nous dit il n'y a rien sur ce port-là. Arrête d'envoyer des informations, il n'y a rien sur ce port. Donc heureusement, on peut se baser sur ça pour faire du scan UDP, mais du coup, on peut se servir de ça pour faire du scan de découverte. On envoie un paquet UDP sur n'importe quel port, on s'en fiche, et on regarde si on a une réponse ou non. Si on a une réponse, du coup, on va supposer effectivement qu'il y a quelque chose de l'autre côté sur la machine. PE, scan ICMP echo, et PN, du coup, on spécifie de ne pas faire de scan de découverte. Alors, celui-là, il est assez important, le PN. Donc, si je fais un scan Nmap et que de base, son scan de découverte ne trouve pas la machine. Il nous dit host seems down, if it is really up, but blocking our ping probes, try -pn. Et du coup, il nous dit de lui-même, j'ai pas l'impression que la machine elle soit en ligne. Et en fait, Nmap, si jamais il n'a pas l'impression que la machine est en ligne, il va pas lancer le scan de découverte. Parce que si jamais je lance un scan sur toute une plage d'adresse IP, il va pas s'embêter à scanner tous les ports de toutes les machines au final, alors que potentiellement la machine elle est même pas en ligne. Donc si jamais il a l'impression qu'une machine, quand je demande un scan, n'est pas en ligne, il va pas la scanner. Donc ce que je peux faire, c'est le forcer et lui dire si ne fais pas le scan de découverte, je sais moi qu'elle est en ligne, fais juste le scan de port. Et du coup pour faire ça, on fait -p majuscule. Donc -p majuscule, ça sert à définir le type de scan qu'on est en train de faire. Et n minuscule c'est pour known, c'est pour dire ne fais pas au final. Donc -p pour spécifier le type de scan, c'est pour ça qu'on est PR, PS, PA, etc. Et n c'est pour known, pour lui dire scan de découverte, le fais pas, t'embête pas avec. Du coup je crois qu'on a fini avec la partie de scan de découverte d'hôtes. Ouais. Et je pense qu'on va s'arrêter là.